Bonjour à tous et bienvenue dans ce live du think tank Wati. Je m'appelle Sarah Kabawage, chargée de la communication de Wati, et je serai la co-modératrice de ce débat en compagnie de mon collègue Pathé Jay. Bonjour Pathé. Bonjour, bonjour à nos chers invités et toutes celles et ceux qui nous suivent. Bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, je vais commencer mon petit mot d'introduction avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, cher public, en 2021, il est plus que jamais temps pour l'Afrique de briller à travers sa culture, sa jeunesse, sa créativité, et que l'on soit homme ou femme, consommer ce qui est produit, créé et diffusé en Afrique par les Africains et pour les Africains n'est plus un choix, mais un devoir. Aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement au potentiel économique des industries culturelles et créatives en Afrique de l'Ouest. Une thématique qu'on aborde dans notre débat, dans notre troisième débat de l'année, qui vise à mieux valoriser la production, culturelle en Afrique de l'Ouest. Ce débat est disponible sur le site de Wati, qu'on va bientôt passer. Voilà. Donc, ce débat est disponible sur la plateforme wati.org dans la rubrique débat. Vous pourrez participer au débat en cliquant sur le lien que vous voyez là, participer au débat sous format live, comme celui qu'on fait aujourd'hui, sous format d'article, mais aussi d'entretien avec notre chargé de recherche, Pathé Jay. Voilà, donc sur la page, vous pourrez trouver des ressources écrites, des ressources vidéo, tous parlant de ce même sujet-là. Je vois que Madame Fatimata vient de nous rejoindre. Sur la page, on explique pourquoi on a choisi ce thème, comment participer au thème et quels sont les principaux sujets qui sont abordés par le thème. Justement, pour décortiquer ce sujet, nous avons invité des djambas, guerrières en Wolof, qui, par leur initiative Action Africa Culture, une initiative en faveur de la promotion de la culture africaine et de son développement en tant que secteur économique à la fois vivier d'emploi et de croissance et porteur de sens pour tous les pays du continent, francophones, anglophones, arabophones, lusophones. Et au-delà des 54 États, le projet intègre la diaspora décrite comme le 55e acteur du continent, d'où AAC 55. Bonjour Fatimata, bonjour Seynabou. Bonjour. Et merci de nous recevoir. Oui, merci de nous recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis d'échanger avec vous, connaissant votre franc intérêt pour cette problématique d'une optimale intelligence et valorisation des industries culturelles. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, lors de l'entretien que vous avez accordé à la Tribune Afrique, vous dites que la reprise passera par les industries culturelles et créatives. Mais d'abord, quels sont les impacts de la COVID-19 sur ce secteur? Alors, Seynabou, Fatimata, voilà, vous êtes libre de choisir qui peut répondre à cette question. Oui, moi, je vois peut-être deux impacts, en fait, essentiellement. Le premier, c'est un impact économique qui est évident. Les acteurs culturels sont malheureusement très actifs, très dynamiques. Enfin, ils sont heureusement très actifs, très dynamiques partout sur le continent. Et j'allais dire, c'est leur ressource principale. Ils vivent de leur art, ils vivent de leur travail, ils vivent de cette créativité. Et le Covid, malheureusement, on l'a observé, ça a réduit le nombre d'événements culturels, ça a réduit aussi, ça a obligé à fermer certains musées, certains espaces comme des galeries, etc. Donc, ça a vraiment limité les opportunités de pouvoir présenter ces œuvres artistiques, ce travail artistique. Et donc, ça a réduit aussi très fortement les revenus de ces artistes. Et donc, d'abord, c'est un impact économique, ça c'est indiscutable. Le deuxième élément, c'est aussi un impact, je pense, social.
sociétale. C'est-à-dire que ça a été, j'allais dire, ce qui alimente la créativité, c'est aussi le fait de pouvoir communiquer, échanger, interagir avec d'autres acteurs sociaux. On le voit, nos acteurs culturels sont particulièrement engagés et c'est cet engagement aussi qui alimente beaucoup leur créativité. C'est ce qu'ils observent dans leurs environnements, dans leur quotidien aussi, qui, beaucoup en tout cas, pour beaucoup d'entre eux, vraiment va les inciter à voilà, avoir l'inspiration et à faire beaucoup de choses. Donc je crois que c'est un double impact qui est essentiellement économique, il faut le rappeler, mais naturellement, on est aussi admirative au niveau de AAC55 de voir à quel point ils ont été capables de faire preuve d'ingéniosité pour contourner. Il y en a beaucoup qui se sont investis aussi sur le volet du digital, qui ont saisi cette opportunité du Covid pour essayer de se réinventer, de vendre leur art et de vendre ce qu'ils savent faire et communiquer aussi différemment. Donc ça a été aussi une opportunité d'une certaine manière, mais c'est vrai que particulièrement impacté, mais ça s'explique aussi parce qu'il y a une faiblesse, aussi de la formalisation de ces métiers-là, et aussi qu'ils ne sont pas suffisamment finalement accompagnés. Donc il n'y a pas de protection sociale. Si tu ne travailles pas, ben, tu ne manges pas. Donc exactement. Tu ne manges pas, ça limite quand même les sources de revenus. Et c'est ça qui est la grande difficulté. Peut-être que Fatimata voulait compléter. Oui, absolument. Je suis, comme toujours, extrêmement d'accord avec ma partenaire de ce projet AAC55. Pour vous dire qu'en fait, sur l'Europe, par exemple, on a pu assez rapidement mesurer l'impact de façon assez précise. Et ça qui me frappe, l'Europe, sur la culture, c'est 4,4% le PIB européen, le poids que représente l'Europe sur la culture en Europe, c'est 7,6 millions d'emplois, 643 milliards d'euros, et on sait que 31% en 2020 ont disparu. Ça, c'est assez concret, c'est des choses à mettre sur la table de façon assez concrète. Néanmoins, hélas, j'ai envie de dire, sur le continent européen, africain, on ne peut pas en dire autant. Pour la raison, elle est simple, hein, c'est que la plupart du marché de la culture en Europe, en Afrique, dans l'informel, n'est pas formalisé et n'est pas marchand. Les chiffres qui circulent beaucoup, c'est l'impact de la culture, enfin, c'est de l'impact de l'industrie touristique, en fait, et de son corollaire. Les gens vont, empruntent les moyens et les avions, etc., pour aller voir et visiter des sites culturels. On a pu mesurer cet impact, évidemment, sur le poids touristique, parce qu'il est marchand, mais pas sur le plan de la culture. Donc, ça pose quand même un problème assez évident, qu'il s'agit de se dire que pourquoi est-ce que finalement cette culture n'est pas formalisée, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas valorisée et marchandée, pour ne pas dire marchandisable. C'est bien parce que on touche là le cœur finalement de notre projet, qui est de savoir comment est-ce qu'on met ensemble les acteurs culturels afin de définir un projet économiquement viable au sein même de la culture. Nous, ce qu'on défend, c'est ça, c'est de dire que, y compris dans la culture, on peut parler d'économie. Et ce n'est pas un gros mot, bien au contraire, et c'est quelque chose qui a besoin d'être absolument formalisé. Donc, organiser. Les défis, moi j'entends les défis rencontrés dans ce secteur, ils sont nombreux, mais ils se concentrent souvent autour de la formation, de l'accès au financement et de la distribution et de la diffusion de leur travail. Mais ces défis sont encore plus difficiles à relever vu qu'ils sont tous, pour la plupart, dans le secteur informel. Comment comptez-vous relever ces défis, sachant qu'un bon nombre d'acteurs de cette industrie sont dans l'informel? Comment pouvons-nous, en tout cas, relever ces défis? Alors, forcément, ça va être un nous collectif, hein, parce que c'est pas à nous seuls au sein de AAC55 avec nos petits bras, avec Sénabou, malgré et tous les acteurs et actrices qui nous accompagnent, malgré notre enthousiasme et notre volonté vraiment indéfectible, on ne pourra pas clairement faire ça tout seul et tout seul. C'est un projet collectif. Et je pense que ça n'a de sens que si tout le monde nous rejoint dans cette prise de conscience. Je pense que le Covid a eu ce mérite d'être une véritable prise de conscience collective, à savoir que plus que jamais, elle doit être formalisée, elle doit être dans l'économie formelle et de façon
assez pérenne, voilà, dans la pérennité. Inscrire, les artistes devaient manger, comme a dit Sénamou, il y en a, ils ne mangent pas au quotidien. Donc, ils ne sont pas en dehors des réalités africaines, hein, de toute façon. Donc, la plupart de l'économie africaine, finalement, se retrouve exactement dans le même schéma. Donc, la culture ne fait pas exception. Ceci dit, c'est une occasion pour dire, voilà un vivier important. Parce que la culture a aussi une autre utilité, hein, c'est ça qu'on défend, nous, c'est que quand on investit dans la culture, on n'investit pas simplement dans l'économie, on investit aussi dans le futur, dans le développement des consciences et l'émancipation des consciences, et ça n'a pas de prix. Donc, c'est quelque part un investissement qui peut rapporter énormément, et pas simplement de façon marchande. Donc, c'est une vraie question à se poser, c'est comment est-ce que on aboutit vraiment à cette formalisation et tout ça. Ben, il faut déjà qu'on se mette tous ensemble. Il faut ensuite avoir conscience des enjeux et que effectivement tout le monde y participe et que d'abord et avant tout, et c'est l'objet aussi beaucoup de AC55 qui a motivé AC55 au départ, c'était qu'on réussisse d'abord à se parler. Parce qu'il y a énormément, ça me frappe, moi qui parcours le continent depuis une dizaine d'années, 15 ans maintenant, et autour justement des sujets culturels, je me rends bien compte que beaucoup d'acteurs culturels ne se connaissent pas entre eux. Je dis même pas entre pays, je dis dans le même pays. Beaucoup d'acteurs culturels ne se connaissent pas et ne savent pas que finalement la force est primordiale dans tout ça, c'est d'abord et avant tout et ben, simplement le réseau. Se mettre en réseau, se mettre ensemble, parce que parfois on partage, si on partage les mêmes difficultés, on peut partager les mêmes réponses et les mêmes solutions. Donc, effectivement, ça, c'est un premier pas, une première étape très importante, c'est réussir à se parler, tout simplement, d'où l'objet de ce sommet qu'on a le vœu, justement, de réaliser. Alors, évidemment, il faudrait que le Covid arrête de nous mettre les bâtons dans les roues pour qu'on puisse organiser ça plus sereinement. Mais c'est tout l'enjeu, c'est ça. D'abord et avant tout, réussir à se parler, mettre en commun les problèmes qui peuvent avoir lieu et qui ont lieu afin de trouver ensemble des solutions. En effet, donc une conversation est de mise dans ce cas, mais c'est vous vouliez dire quelque chose? Oui, mais en fait, je pense qu'on est tous finalement. La question, c'est pas de savoir est-ce que les acteurs culturels on a tous été impactés par le Covid. Tous, vous avez été impactés, nous, à notre titre, dans nos activités professionnelles respectives, que ce soit Fatimata en tant que journaliste ou moi en tant que patronne d'entreprise, on a tous directement été impactés. Et c'est vrai que le manque de formalisation dans le secteur culturel fait qu'ils sont encore plus directement touchés. Il y a deux choses qui nous interrogent beaucoup chez AC55, c'est la faiblesse des données. On observe très peu de données pour avoir justement une idée et une cartographie, j'allais dire, exacte et factuelle de ces acteurs culturels partout où ils se trouvent sur le continent africain. Pour certains d'entre eux, ils sont à l'extérieur du continent, mais ils sont d'origine africaine et ils travaillent et ils contribuent fortement à faire rayonner cette culture ou ces cultures africaines, à l'international notamment. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il y a intérêt à réfléchir aussi à faire un vrai travail de fond pour qu'on soit sur des données factuelles. Parce que sinon, on parle de manière large, de manière générique, on est sur du ressenti. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi de mener une enquête qu'on veut déployer pour pouvoir justement avoir une idée, une cartographie, un état des lieux, voilà, un état des lieux, et de partir de ça pour justement aboutir à une réflexion qui soit source de solutions et qui puisse apporter aussi des contributions intéressantes sur les voies et moyens de renforcer ces industries culturelles sur notre continent. Et peut-être, dernier élément qui me paraît aussi très important quand on parle de comment est-ce qu'on fait pour formaliser ou pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'associations, d'organisations qui sont sur le terrain, qui sont présentes et qui contribuent à accompagner ces acteurs-là. Je crois qu'il faut aussi les aider à pouvoir être outillés sur toutes les solutions qui existent, parce qu'il y a certains États aussi qui font beaucoup d'efforts pour donner un vrai statut. On n'y est pas encore, la route est encore longue, mais ça c'est quelque chose qui doit être encouragé, ça fait partie aussi du plaidoyer que nous portons. Mais ces organisations qui ont le mérite d'être sur le terrain et qui accompagnent déjà ces acteurs culturels, je pense aussi que c'est important de pouvoir les aider pour que progressivement on puisse arriver à cette formalisation qui, je le rappelle, est surtout pourvoyeuse d'emplois, parce que tous ces acteurs culturels, ils créent de l'emploi. Et c'est en ça que c'est un levier économique important sur lequel il faut compter. Voilà, si je peux être rapide, c'est peut-être ce qu'on peut rajouter sur ce volet-là, en tout cas. Alors, vous l'avez dit, investir dans la culture, ce n'est pas tout simplement toucher l'économie, c'est investir dans les identités, dans les consciences pour co-construire les futurs
que nous avons ensemble. Et lorsque Mme Saïnou Dia aussi souligne la problématique liée à la question, ça m'interpelle directement puisque pendant 3 mois, on a travaillé sur ce sujet et le premier constat, c'est qu'on a un réel défi par rapport à la disponibilité des données. Et d'ailleurs, ça nous permet de porter la casquette du chercheur et de continuer avec vous sur une question qui est très intéressante. Lorsqu'on parle d'industrie culturelle et créative en Afrique de l'Ouest, on a l'impression que seul le Nigeria existe vraiment et bénéficie d'un dynamisme marquant. Par exemple, Nollywood génère 600 millions de dollars par an pour l'économie nigériane et emploie directement plus d'1 million de personnes par an. Comment les autres pays se positionnent en termes de politique culturelle, surtout les pays francophones? Alors, donc je vais essayer de répondre. C'est une question très compliquée parce que, évidemment, tous les pays ne sont pas à la même enseigne, mais il y a deux facteurs qui combinent, qui expliquent la qualité, on va dire, de la réponse et de la politique culturelle. Il y a d'abord, évidemment, une prise de conscience politique, hein, ça c'est toujours pareil, c'est pareil pour tout. Il n'est pas évident d'investir dans la culture, il n'est pas naturel, j'allais dire, pour beaucoup de politiques d'investir dans la culture. D'abord parce que la plupart d'entre eux ne sont juste pas convaincus, en fait, hein, que la culture est un vrai véritable levier de développement. Donc voilà. Ensuite, il y a évidemment les moyens. Donc c'est tout à fait relatif. On a vu, par exemple, certains sortir du bois de façon plus ou moins évidente pendant le Covid. Par exemple, le Kenya a mis 20 millions de dollars kenyans, si vous voulez, sur la table, à peu près 156 000 euros sur la table pour soutenir directement les artistes avec une aide directe, hein, pour les artistes. Le Sénégal, par exemple, pour rester dans les pays francophones, c'était 5 milliards sous 2 tranches qui ont été débloquées par le gouvernement de Macky Sall pour soutenir les artistes, parce qu'il y a eu une véritable prise de conscience, qu'il y a eu une perte énorme aussi pour les artistes, notamment la musique, etc. D'autres pays comme le Burkina Faso, par exemple, qui a mis 10 millions pour soutenir ses acteurs culturels, c'est pas encore énorme. Alors, si on prend d'une manière plus large, hors Covid, pour analyser véritablement les données d'investissement des différents, pour regarder le poids que représentent les différents ministères dans ces pays-là, globalement, on est très en dessous de 1%. Il faut dire les choses clairement comme elles sont. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire que d'abord, il y a cette question de prise en compte et de prise de conscience de l'importance que représente la culture comme vecteur d'émergence économique, et que c'est vraiment quelque chose qui peut booster les économies et être acteur de développement. Donc, il y a plein de pays qui ont besoin encore d'être convaincus. Donc, ce que je disais, c'est vraiment ça. Après, il y a aussi la prise de conscience et l'organisation des différents artistes et des différents modèles. Si on doit comparer, par exemple, les pays francophones aux pays anglophones, la principale différence, elle est exactement la même finalement, parce que c'est les mêmes modèles entre la France et les pays anglo-saxons, par exemple. Les pays anglo-saxons ou même nord-européens, eh ben, ou en tout cas européens, pas nord-européens, mais européens, ce sont là où, si vous voulez, les secteurs privés est très fort, à l'anglo-saxonne. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas de soutien de la culture, il n'y a pas un soutien fédéral à la culture, ça n'existe pas. D'ailleurs, les Américains ne comprendraient même pas. C'est vraiment quelque chose qui est fait de façon privée. Et on comprend très bien que le secteur privé, enfin, que le secteur culturel est un secteur privé, en fait, en soi, et qu'il a besoin et qu'il peut tout à fait être développé et en tout cas trouver des marges propres de manœuvre. Alors que en France, le modèle est tout à fait différent. Ça veut dire qu'on estime que la culture est un bien national qu'il faut protéger, encourager et soutenir. Et du coup, forcément, l'investissement dans les secteurs culturels est très important. Donc, c'est un secteur qui est très aidé. Alors, sur le modèle francophone, de la différence, on la retrouve aussi sur le continent africain. Donc, des pays francophones qui sont pas mal aidés dans le secteur de la culture, mais encore une fois, à la hauteur de leurs moyens, c'est-à-dire quasiment rien, en fait. Donc, c'est là que justement la différence est un peu criarde, si vous voulez, c'est que, voilà, on est dans des pays où normalement, ça devrait être un soutien public, et puis, en fait, ils ne peuvent pas vraiment. Donc, le Covid a donné un coup d'accélérateur différent
Le Burkina a décidé de réinvestir ce champ-là parce que c'est un pays qui, historiquement, et là on célèbre voilà, la disparition, enfin l'ouverture du procès de l'assassinat de Thomas Sankara, qui lui était très, très en avance sur ces questions-là, justement, et qui a beaucoup œuvré pour justement une formalisation et une aide parce que pour lui aussi, la culture était un bien national qu'il fallait préserver. Donc en fait, c'est une question de décision politique. Et ça nous amène évidemment à notre initiative, encore une fois, c'est-à-dire que notre initiative, elle prouve, elle est encore une fois, si vous voulez, elle s'inscrit dans cette ligne-là. Il faut une volonté. Sans volonté, il n'y a pas de résultat au bout. Et donc, c'est ça qu'on veut faire passer comme message. C'est venez, on se met ensemble. Et en tout cas, ça ne va pas se faire tout seul. Sachez-le, ça ne se fera pas tout seul. Voilà. Donc ça, si c'est un message que j'aimerais retenir, c'est bien celui-là. Alors, merci, Madame Wan. Il faut des décisions politiques fortes pour permettre à la culture d'être un bien commun. Et pour rester dans la même logique, il y a un contexte en ce moment, le sommet de Montpellier, avec tout le tohu-bohu qui entoure ce sommet. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre de la culture ou bien du monde de l'art et de la créativité dans ces contextes? Quel est le rôle de cette industrie dans la création d'une rhétorique en faveur d'un continent qui n'est pas dans la lamentation, la victimisation, mais plutôt qui offre un champ dans la réinvention des imaginaires? C'est à vous. C'est mieux avec le je crois que c'est une question qui est fondamentale. En fait, je pense qu'elle est même à l'origine même de tout. C'est le point de départ. On le voit. Fatimata a donné des chiffres tout à l'heure qui sont quand même assez édifiants. Et force est de constater que la plupart des grands pays ou des grands continents qui se sont développés, qui se sont différenciés, qui se sont imposés sur la scène internationale, ils ont compris le poids, l'importance de la culture. Ils ont compris la nécessité aussi de pouvoir véhiculer, partager, diffuser et valoriser ces cultures-là pour pouvoir aussi, j'allais dire, influencer le reste du monde. Et c'est là où aujourd'hui l'Afrique doit prendre toute sa place. On a une richesse culturelle, on déborde d'énormément de choses, de créativité. Et malheureusement, oui, il y a du leadership, il y a une problématique de leadership, c'est-à-dire qu'il faut que nos décideurs comprennent, se saisissent de ces questions-là et puis en soient les principaux porte-voix. Mais je crois qu'on a tous une responsabilité de manière individuelle. Dans aussi les choix que nous faisons au quotidien. Je vois Saran qui est habillée en Bogolan, je vois Fatimata qui assume fièrement toute sa capillarité. Et bien, il y a quelques années, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Il y avait tout un diktat de la culture où on nous disait que voilà à quoi il faut ressembler pour être considéré comme quelque chose de beau, quelque chose de riche, de précieux, de luxueux, etc. Donc les standards sont en train d'évoluer. Moi, je me félicite de voir des femmes et des hommes sur le continent qui commencent aussi à dire bah, écoutez, ce qu'on fait, on va aussi, non seulement on va mettre de l'argent, on va investir pour faire des produits de qualité, pour faire des choses d'exception. Il y a des initiatives avec des forums de luxe sur des produits africains. Il y a des initiatives au Sénégal, dans d'autres pays où on commence à proposer de la joaillerie, de la bijouterie de luxe, etc. Donc, c'est bien dire au monde aujourd'hui, c'est fini de puiser pour aller transformer chez vous. Mais c'est à nous, Africains, aujourd'hui, de prendre toute la mesure de ce que nous sommes, d'en être fiers, d'être totalement décomplexés et d'avoir aussi l'intelligence de savoir le valoriser. Et c'est là où, et c'est l'un des acteurs importants qui intervient aussi dans notre initiative, ce sont les médias. Les médias ont un rôle indispensable dans la manière dont on a de véhiculer ces cultures africaines et de les valoriser et d'inciter aussi les Africains à consommer plus africain, à ne pas hésiter à s'intéresser au marché de l'art, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai investissement à part entière. Quand on achète un tableau ou certaines œuvres, c'est un placement. C'est pas juste pour faire joli dans son appartement ou dans sa maison. Donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive aussi, cette sensibilisation qu'il faut qu'on arrive à partager, à diffuser largement. Et puis, simplement, soyons fiers de ce que nous sommes, soyons fiers de ce que nous avons et soyons fiers de tous ces imaginaires-là qu'il nous faut aussi mettre en avant pour déconstruire les imaginaires d'avant. Oui, effectivement, je souscris évidemment à ce que vient de dire Seynabou. J'aurais envie aussi d'ajouter que, en fait, on est
La première chose qui nous fait exister en tant qu'être humain, finalement, c'est notre projection, justement, intime et individuelle dans nos rêves. Donc, en fait, quand on rêve dans une langue qui n'est pas la sienne, quand on se projette dans un univers qui n'est pas le sien, ça en dit beaucoup, justement, sur qui nous sommes et par défaut, qui nous ne sommes pas. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important à véhiculer auprès de nos enfants. On est tous sensibles à la façon qu'ils ont de vivre leur imaginaire et leur futur, justement, parce que nous allons partir. Nous n'avons pas vocation à rester là toute notre vie. Et Fanon disait il faut que chaque génération connaisse sa mission, hein, qu'elle la trahisse ou en tout cas qu'elle la relève. Mais en tout cas, il faut absolument que nous ayons conscience que nous vivons un tournant clairement et que l'avenir, c'est-à-dire quand on sait qu'un quart de l'humanité, un être humain sur 4 en 2050 sera un Africain et sera un jeune Africain qui aura moins de 25 ans, je pense que c'est très important de pouvoir dire à cet Africain de 2050, non, ce monde, tu peux l'habiller, tu peux l'habiter. Regardez-moi ce lapsus. Tu peux l'habiter tel que tu es, en fait. Tu peux l'habiter avec ta proposition que tu amènes au banquet universel, comme disait Senghor. Tu peux apporter ta contribution. Tu peux venir avec ta langue, ton imaginaire, vraiment ta création, ta créativité, parce que en plus de ça, la créativité africaine est partout. Elle n'a jamais été aussi florissante et aussi finalement été autant source d'inspiration. Elle l'est pour tout le monde, sauf pour les Africains eux-mêmes. C'est eux qui consomment le moins leurs œuvres. Et c'est ça qui est quand même assez déprimant, j'ai envie de dire, moi qui commente l'actualité culturelle en veux-tu en voilà, je suis déprimée de voir que les Africains ne consomment pas leur propre culture et qu'ils ne lisent pas leurs livres, qu'ils n'écoutent pas assez leur musique, même s'ils l'écoutent quand même beaucoup plus qu'ils ne consomment leurs livres, etc., que leurs œuvres, alors là, il n'y a personne. Dans l'art visuel, que ce soit les tableaux, il y a énormément d'artistes qui sont totalement méconnus dans leur pays, alors que ce sont des immenses stars à l'étranger. Je pense que ça, et ces gens-là portent une partie d'eux-mêmes, en fait. Donc, c'est ça qui est dommage, c'est une espèce de rendez-vous manqué. Donc, il faut rétablir. Donc, AC55, nous, on milite pour ça, pour établir ce lien de connexion, finalement, entre les Africains et finalement les porteurs de cette créativité africaine, c'est-à-dire les artistes. Donc, ils sont en train de créer, regardez ce qu'ils créent, et en plus, vous êtes les premiers, finalement, les premiers destinataires de cette création. Parce que finalement, l'artiste, c'est ce qu'il fait. Il fait une proposition au monde, mais il fait une proposition aussi à son alter ego, d'abord. Il fait une proposition à son habitat naturel, à son substrat. Il se dit qu'il ne sera jamais mieux compris que par son alter ego en lui-même, c'est-à-dire celui qui est le plus près de lui. Après, si ça atteint des contrées les plus reculées, il n'en est que plus que ravi. Mais avant tout, posons-nous la question justement de ça. On doit pouvoir habiter le monde tel qu'on est en nous-mêmes, qu'on nous accepte tel qu'on est en nous-mêmes. Seyna Boudia, ce n'est pas Fatima Tawan, ce n'est pas Bertrand Bourgala. On est tous des gens différents et on a tous notre place en fait. Et donc, il faut que l'Africain, même si je n'aime pas essentialiser, mais il faut que l'habitant ou le consommateur, l'acteur culturel, plus largement l'habitant africain, se sente, lui, pleinement part, en fait, à ce banquet, comme dirait encore une fois Salah. Il faut que chacun puisse se dire ce que je pense, ce que je suis, ma culture a de la valeur au même titre que les autres. Ce n'est pas une compétition. Il ne s'agit pas d'annihiler la culture américaine, il ne s'agit pas d'effacer la culture française ni la culture japonaise ou que sais-je. Il s'agit d'avoir dans ce banquet-là plusieurs propositions culturelles fortes, habitées et que chacun puisse se servir selon son gré ou ses envies, mais que ce ne soit pas l'un au détriment de l'autre, que ce ne soit pas une culture qui annihile l'autre. Ça, c'est inadmissible et ce n'est plus possible. Et je pense que les jeunes, dans les nouvelles générations, vont même pas l'accepter, ils vont pas nous le pardonner. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, à un moment donné, ils vont se dire, mais vous étiez où quand tout ça s'est créé et que vous, finalement, vous avez laissé passer? Non, c'est plus possible. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit chacun individuellement, comme disait Seynabou, qu'on sente notre part de responsabilité, qu'on apprenne, et que collectivement, on fasse des choses ensemble pour que les choses s'améliorent, parce qu'il y a des choses à faire. C'est pas foutu, il y a des choses à faire.
et on va globalement tous dans le bon sens si on travaille ensemble. Alors, merci pour cette réponse qui transpire l'exploration des utopies actives. Et en parlant des livres africains à lire, on pense à Afrotopia, on pense à de Achille Mbembe, on pense à Afrotopia de Felwine Sarr, à Brutalisme de Achille Mbembe, ou bien encore Critique de la raison nègre, ou Sortir de la grande nuit, tous ces ouvrages-là produits par des penseurs africains à découvrir pour nous rencontrer avec nous-mêmes. L'Afrique doit prendre sa place et cela passe par une responsabilité individuelle et collective à travers ce que nous véhiculons, l'identité que nous proposons dans ce rendez-vous, du donner et du recevoir. Et en parlant du rôle des médias, aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux sont en train de jouer un grand rôle dans cela. On a vu comme les médias, à la place des médias, ce sont des blogs comme Everyday Africa ou bien Voice of Africa qui se donnent la mission de montrer cette image de l'Afrique joyeuse, créative, que l'on ne montre pas forcément dans tous les médias. Donc, dans cette même lancée, alors comment comptez-vous porter le plaidoyer pour la restitution du patrimoine culturel africain dans votre mission? Je laisse Nabou, non? Oui. Alors, la question, Pathé, tu disais, comment comptez-vous? Voilà, contribuer à porter le plaidoyer pour la restitution du patrimoine culturel africain. Ah, bah, je pense que déjà, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de se mobiliser pour le faire, parmi certains d'ailleurs que tu viens de citer. C'est une question d'ailleurs que Fatimata connaît bien, parce que je crois qu'elle a beaucoup aussi beaucoup suivi tout ce travail-là, notamment avec la Fondation Zinsou, avec Felwine, etc. Donc, je pense que ce serait bien qu'elle puisse nous partager aussi un petit peu où ça en est à date aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de ce travail-là qui a été amorcé et qui est un travail important. Et simplement, moi, ce que je voudrais rajouter sur cette manière de construire cet imaginaire, il faut aussi qu'on sache se féliciter. Il y a quelque chose d'important qui vient d'arriver. On vient d'obtenir, je pense que c'est un romancier tanzanien qui vient d'obtenir le prix Nobel de littérature. Ça, c'est des petites victoires aussi. Parce que c'est une manière aussi de valoriser et de faire rayonner ce savoir-faire, cette créativité africaine. Et quand ça arrive, moi, je trouve qu'on ne se célèbre pas suffisamment. Donc, j'en profite, je saisis l'opportunité pour féliciter Abdelrazak et vraiment encourager tous les Africains et au-delà des Africains à prendre le temps d'acheter cet ouvrage-là et de le lire parce que c'est des petites victoires. Alors moi, j'aimerais qu'on puisse aussi avoir le prix Nobel d'économie et autres et pas uniquement les prix Nobel littéraires. Mais ça, c'est un autre débat. Je referme la parenthèse. Et Fatimata, oui, effectivement, si tu peux nous rappeler un petit peu où est-ce qu'on en est de ce gros travail, de ce gros chantier qui prendra des années. Hein. Je pense que ce travail de restitution et de préservation du patrimoine ne se fera pas en un seul jour. Et puis, ça pose aussi la question de est-ce qu'on est prêt à pouvoir recevoir ou pas. Ça pose beaucoup de questions. Je crois qu'on est en mesure, les Africains sont en mesure aujourd'hui plus que jamais de pouvoir s'organiser pour pouvoir préserver ce patrimoine-là et savoir le faire, permettre que tout le monde puisse en profiter et pas exclusivement une certaine tranche, une certaine élite. Il faut qu'on arrive à déconstruire ça. Je pense que ça fait partie des challenges qu'on a aujourd'hui. Oui, alors, la restitution, c'est vraiment une conversation qui est assez longue. Hein. Il faut savoir que, oui, moi je sors de 5 heures de débat là-dessus, justement. Mais déjà, pour planter le décor, hein, il faut bien savoir que cette demande, les premières demandes de restitution, elles ne datent pas d'hier, même pas de 2006. Mais elle date des années 70. C'est Amadou Mokhtar-Mbow, à l'époque à l'UNESCO, qui avait demandé les premières restitutions des œuvres, et on ne le dit pas assez, Amadou Mokhtar-Mbow, sénégalais, qui avait fait les premières demandes de restitution. Et depuis, évidemment, les choses sont restées plus ou moins dans le placard. Mais la différence entre l'époque et maintenant, c'est qu'à l'époque, c'était un débat d'experts. C'était une conversation qui était entre les experts, entre les gouvernements, etc., et les patrons de musées. Bon, et puis certains responsables ou intellectuels, voilà, politiques. Donc, ça n'a pas vraiment pris hein, dans la masse, on va dire, en tout cas au sein de la population. Alors, depuis, Dieu merci, hein, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a une conscience voilà, beaucoup plus élargie, on va dire. Donc, les gens ont commencé à s'interroger sur le fait que les musées africains étaient vides ou inexistants eux-mêmes. Beaucoup de pays n'ont pas de musée, tout simplement, ou quand ils en ont, ils sont des déserts de Gobi assez effrayants.
Je pense au fait que, par exemple, le musée des civilisations, il est très récent, hein, il a moins de 2 ans, hein, donc il a fêté ses 2 ans en décembre. Donc, c'est pour vous dire que c'est des choses qui sont assez nouvelles. On avait évidemment un musée au Sénégal, c'est le musée de l'éléphant, il était au Molo, etc. Donc voilà. Mais tous ces musées-là, le peu de musées qu'il y avait étaient extrêmement vides et vidés de leur substance et de leur sens. C'est-à-dire que les Africains, il n'y avait pas de médiation culturelle, ce qui est encore pire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne disait pas, comme ici par exemple, il n'y avait pas de visite des musées par les écoles. Voilà, ça existe quasiment nulle part sur le continent africain. Alors que c'est quelque chose de très banal en France et de très banal dans les pays occidentaux. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que aussi il n'y a rien à voir ou presque dans ces musées-là. Alors, quand on pense qu'il y a des musées entiers, donc si on pense par exemple au musée comme le Quai Branly, c'est 90 000 œuvres, ok, grosso modo. Sur ces 90 000, 70 000 sont des œuvres africaines. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a construit tout un musée qui est immense, qui est voilà, alors, architecturalement, on peut discuter de la beauté du musée ou pas, mais ce musée-là, 60, vous imaginez, 70 000 des 90 000 œuvres qui sont là-dedans sont des œuvres africaines. Donc, en fait, alors évidemment, dedans, il n'y a pas que des œuvres, mais il y a aussi des documents, des cartes postales, etc. Il y a quand même énormément d'œuvres qui sont là-dedans et que des centaines, alors il existe depuis 2005, donc il y a, on peut dire qu'il y a plusieurs millions hein, depuis qu'ils sont venus le voir, qui sont venus voir des œuvres qui n'appartiennent pas à la France, qui n'appartiennent pas à la France et qui n'appartiennent pas d'abord, alors, faut pas caricaturer. Il y en a quand même beaucoup qui ont été acquises de façon assez légale. Hein, faut pas exagérer. Il y en a qui ont été achetés, il y en a qui sont des copies. Voilà, il y en a qui ont été échangées avec d'autres œuvres. Au Sénégal, on possède des œuvres qui ont été échangées avec la France. Donc, faut pas caricaturer et dire que tout a été prise de façon illégale ou en tout cas dans des pillages et autres. Mais ce que le rapport de Felwine Sarr, qui a été remis donc en novembre 2019 au gouvernement français, donc à la suite, donc il faut bien regarder, non, 2018. Alors 2017, novembre 2017, Emmanuel Macron va à Ouagadougou et fait un discours qui fait date où il dit, il s'engage à ce que d'ici 5 ans, toutes les œuvres seront restituées de façon temporaire ou définitive. Donc ça, c'est en novembre 2017 qu'il fait, cette prise de parole qui est assez courageuse et unique. Il faut bien dire qu'avant, il y a eu des demandes de restitution qui ont été faites autour de 2005, et qui 2000 même, puis 2005 par le gouvernement du Bénin, et le gouvernement, jusqu'au gouvernement de Jean-Marc Ayrault, ils ont fin de non-recevoir en disant ces œuvres, de toute façon, elles appartenaient au patrimoine français, donc circuler, il n'y a rien à voir. Donc ça, jusqu'à Jean-Marc Ayrault, c'était comme ça. Donc jusqu'en 2016, c'était comme ça. Donc quand il arrive, Emmanuel Macron, il dit non, d'ici 5 ans, tout devrait être, en tout cas une bonne partie devrait être rendue de façon définitive ou temporaire. Donc là, je vous parlais de 70 000 œuvres rien qu'au Quai Branly. L'année d'après, le 24 décembre 2020, l'Assemblée nationale vote une loi d'exception, hein, parce que c'est faut bien entendre ce que ça veut dire une loi d'exception, ça veut dire que c'est pas une loi générale, qui acte le transfert de propriété entre de 26 œuvres qui appartiennent au Bénin, le fameux trésor de Mahomet, mais 26 sur des centaines et des centaines et des centaines et des centaines. Donc, il n'y en a que 26. Et le fameux sabre de la Joma, dont on dit que d'ailleurs, ce ne sera même pas son sabre, mais c'est son fils, mais ça aussi, c'est un détail, et qui est déjà au Sénégal, celui-là, parce qu'il a été prêté sur un long terme. Donc, finalement, des 70 000 œuvres qui sont au Quai Branly, et on n'a pas parlé des autres œuvres, on n'a pas fouillé le Louvre, enfin si, bon, on n'a pas dit ce qu'il y avait dans le Louvre, on n'a pas dit ce qu'il y avait dans les autres musées, on n'a pas dit ce qu'il y avait au musée de Confiance de Lyon, on n'a pas dit ce qu'il y avait en Angoulême, etc., qui sont encore une fois d'autres lois, etc. Il n'y en a que 26 qui sont rendus. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu l'éléphant qui a couché le souhait. Donc ça, c'est un détail. Après, on peut dire que c'est le symbole qui compte et que c'est les premières étapes et que derrière, il va y avoir d'autres choses. Donc, on attend. On attend de voir autre chose. Entre-temps, en 2018, il y a eu le rapport de Felwine Sarr qui, lui, préconisait une véritable recherche. Il préconisait pas de rendre de façon unilatérale et ex nihilo toutes les œuvres. Il préconisait
qu'il y ait des, des, des commissions doubles, si vous voulez, constituées d'une part d'experts africains et d'experts français, voilà, dans des commissions mixtes, où ils pourraient travailler ensemble sur l'origine des œuvres. Parce qu'il y a énormément d'œuvres dont on n'a pas les origines, tout simplement parce qu'on n'a pas travaillé dessus, en fait. Elles n'ont pas été travaillées. Donc, on ne sait pas à qui elles appartiennent vraiment, dans quelles conditions elles ont été acquises. Donc, il y a un travail à faire. Et ça aussi, c'est un vrai plaidoyer pour le continent africain. C'est pour dire, réveillez-vous, hein, réveillez-vous, vous pouvez absolument être partie prenante de cette émergence en allant vous-même à la recherche de ce qu'il y a dans ces œuvres-là, des provenances et des qualités des œuvres, afin de pouvoir leur demander, parce qu'on ne peut pas demander quelque chose dont on ne sait même pas ce que c'est, ni à qui ça appartient. Donc, c'est un véritable travail à faire, un travail de fond qui est très important et qui est déterminant. Après, une fois qu'on a dit ça, les restitutions, ce n'est pas une panacée. Hein. Les restitutions des œuvres, on parle des œuvres anciennes, etc., c'est une chose. L'art ancien, c'est quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'art contemporain africain aujourd'hui? Il y a des œuvres qui sont contemporaines. Ça veut dire qu'ils datent d'il y a moins de 50 ans, qui sont toutes récentes finalement, et qui ne sont pas préservées, qui ne sont pas achetées, qui ne sont pas véhiculées, et qu'on ne retrouve pas dans les musées locaux. Ça, c'est une vraie question, parce que ça concerne les générations actuelles, aujourd'hui, présentes. Donc, je pense que ça aussi, c'est un débat qu'il ne faut pas occulter. Il ne faut pas, parce qu'on parle des restitutions de l'art ancien, il faut complètement occulter. On ne doit pas faire l'économie de la conversation sur l'art et la culture actuellement. Je pense que c'est très important d'avoir ces débats-là de façon concomitante et de se dire, ah oui, mais bon, ok, on doit quand même regarder ce qui se passe sur les artistes aujourd'hui. Et que l'art ancien, c'est une chose, mais l'art contemporain ne doit pas être pour autant oublié. Justement, comment créer des dynamiques qui permettent d'acquérir les œuvres de nos artistes? Alors, pour acquérir les œuvres, il faut contacter les artistes. Hein. Il y a beaucoup d'artistes, enfin, bon, j'exagère, pas beaucoup. Certains artistes sont représentés par des galeries et par des agents. Il suffit aujourd'hui d'aller sur leur site internet pour les trouver. C'est pas très compliqué, en définitive. Il y a des ventes qui sont organisées, il y a des expos qui sont organisées. Après, ce qui est difficile, c'est peut-être quand on n'y connaît rien du tout, et qu'on aimerait juste avoir une œuvre, ce qui est compliqué, c'est de savoir par où on commence, quelles œuvres, etc. Et ça, j'ai envie de dire, l'art, c'est aussi une expérience de l'esthétique. L'expérience de l'esthétique, elle est personnelle. Il faut aller vers ça. En Wolof, j'aime bien une expression qui dit il faut aimer le beau pour que le beau nous aime. Moi, j'adore cette expression parce qu'effectivement, elle est très parlante. Il faut aller vers le beau, hein, simplement. Il ne faut pas en avoir peur et vous allez trouver ce qui vous plaît déjà d'un premier temps. Alors, ne faites pas comme moi. Hein. Ne faites pas comme moi. Si ce qui vous plaît est hors de prix, mais c'est pas grave. Vous passez votre chemin. C'est comme quand vous voyez, voilà, un très beau sac à main, vous n'avez pas les moyens, ben vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. C'est clair, voilà, il faut d'abord éduquer son œil. Il faut d'abord éduquer son œil. Renseignez-vous, allez sur Internet. Alors nous, au sein de AC55, donc on a une page, par exemple, sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux, où on diffuse cette culture-là. Et on diffuse pas forcément, c'est pas uniquement des goûts personnels. On diffuse ce qui se fait, de l'actualité, etc. Moi, j'invite des artistes sur mon plateau sur France 24, j'ai cette chance-là énorme de pouvoir diffuser de la culture africaine autant que je peux. Eh ben, renseignez-vous, regardez ce qui se fait. Si quelque chose vous plaît, ben, alors après, évidemment, contactez les artistes et si vous avez les moyens. Donc, si vous venez pour acheter, c'est pas des cacahuètes, hein, c'est pas le prix des cacahuètes. Il faut respecter les artistes, c'est leur travail. Ça ne se marchande pas comme du pain. Il faut vraiment avoir un respect de la création artistique. Et puis, si vous avez envie de ça, faites le pas, achetez, parce que des œuvres. Vous voyez, regardez là, je vais vous donner un exemple. Ce que vous voyez derrière moi là, que vous ne voyez pas bien, cette statue-là, c'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Djadji Diop, qui est sénégalais, qui est absolument fantastique. Cette œuvre-là, elle a plus de 15 ans, hein, elle est assez ancienne. Mais cette œuvre-là, aujourd'hui, elle est cotée. Elle a fait partie d'une expo. Ils sont venus ici la récupérer pour l'amener dans l'expo. Ils l'ont ramenée, évidemment, parce qu'elle est à moi. Elle n'est pas à vendre. Elle n'est pas à vendre.
bon, je suis en plein déménagement, donc j'ai plein d'œuvres qui sont déjà empaquetées, qui partent, etc. Donc vous ne voyez pas. Mais il y a des œuvres, et c'est assez marrant. Ici, j'ai une œuvre. C'est une des premières que j'ai vues quand ma mère m'a emmenée, j'avais 15 ans, voir une exposition justement de Gadiaga, qui était, voilà, ça date de 96. Et c'est une œuvre absolument, c'est un tableau qui m'a vachement marqué à l'époque que j'étais toute jeune. Et j'ai dit à ma mère, est-ce que quand je serai grande, je pourrais l'emmener chez moi, dans ma maison? Et ma mère m'a dit, ah, mais au Khalami. Elle m'a dit, tu es petite. Je lui ai dit oui, mais j'aimerais la voir dans ma maison quand je serai grande. Elle m'a dit, ok, cette œuvre coûte cher, d'accord, mais je vais l'acheter pour toi. Et cette œuvre est restée, donc ce tableau est resté dans ma maison où j'ai grandi. Et quand j'ai été suffisamment grande pour avoir ma maison, cette œuvre est venue ici et aujourd'hui elle est sur mon mur. Donc, c'est une question très importante. Ça veut dire que aussi c'est une question de transmission. Moi, mes parents, ma mère m'a transmis ça en me disant que c'était important, que c'était valorisé. Et elle m'a dit, ce sera ton trésor à toi aussi quand tu seras grande. Et donc, j'en prends soin. Là, je l'ai amené dans les maisons où j'ai habité. Là, je déménage, je vais l'amener dans ma prochaine maison. Parce que, effectivement, et à chaque fois que je la regarde, je revis l'expérience et l'émotion que j'ai vécue quand je l'ai vue la première fois alors que j'étais toute jeune. Donc, c'est très important de transmettre ça. En effet. On ne peut pas transmettre à nos enfants voilà, que des goûts éphémères, que des choses aussi mercantiles et calculées. On peut aussi leur transmettre des choses qui sont intangibles, universelles et impérissables. La culture, elle est impérissable. En effet. C'est une question d'éducation, vous avez raison, et de transmission, mais on n'a pas forcément, selon ce que j'ai constaté dans mes recherches et mes entretiens, cette culture en Afrique d'aller au musée ou bien d'aller acheter des objets d'art. Et d'ailleurs, en faisant la corrélation avec ce que vous avez souligné par rapport à l'art contemporain, aujourd'hui, c'est une catastrophe de voir qu'on n'est pas en train de piller, on laisse partir nos œuvres. On va se retrouver dans 50 ans avec nos œuvres qui seront à nouveau toutes dans des pays étrangers, sur des continents étrangers, mais qui n'auront pas été pillées, qui auront été achetées, qui appartiendront de manière d'autant plus légale à des collectionneurs privés et même pas à des institutions publiques. C'est ça le constat que je voulais ajouter. Sarah, tu veux poursuivre? Oui, juste donner la parole à Seynabou. Non, mais je voulais juste faire remarquer qu'il y a aussi cette nécessité pour les artistes même d'utiliser l'instrument de la communication et de savoir oser. On l'a vu là tout dernièrement avec une œuvre de Christo sur l'Arc de Triomphe qui a juste attiré 820 000 visiteurs. Donc il faut aussi… Malgré les critiques. Voilà, malgré les critiques, donc bon, tout le monde avait son avis sur la beauté et l'appréciation très subjective de cette œuvre. Mais finalement, ça a été un magnifique coup médiatique. Une magnifique visibilité pour la ville de Paris, pour la France à l'échelle internationale, parce que de toute façon, on en a parlé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi qu'on soit interpellé par la nécessité de communiquer différemment, de faire preuve d'ingéniosité, d'inventivité dans la manière dont on valorise notre travail. Donc là, je saisis aussi, j'en profite, nos amis artistes pour leur dire, n'hésitez pas, osez. Osez aussi faire des coups. Vous avez parlé, Pathé, à juste titre, de l'importance et du poids du digital aujourd'hui qui permet de véhiculer, de diffuser le plus largement possible. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une œuvre d'art. Je ne sais pas, moi, si j'aurais suffisamment d'argent pour acheter la magnifique sculpture qui est derrière Fatimata. Ça fait partie de nos réalités. Et même moi, je ne peux pas l'acheter. Même moi, je ne peux pas l'acheter. Tu as des passe-droits. Mais ça veut bien dire qu'il faut qu'on fasse preuve d'ingéniosité et qu'on trouve d'autres voies et moyens, d'autres canaux pour réussir à diffuser comment on appelle ça, ces créations artistiques et les valoriser, faire en sorte qu'encore une fois, et vraiment ça, j'y tiens énormément, ça ne soit pas réservé à une élite, mais que ça puisse profiter au plus grand nombre. Ouais, donc, c'est pas pour les élites. En effet. La culture et l'art n'appartiennent pas aux élites. Et c'est ça qu'on fait croire. Mais les élites n'ont pas besoin de ça déjà. Mais non, c'est vraiment la culture, c'est le bien commun le plus facilement partageable. Justement, dans cette démocratisation des œuvres culturelles, à votre avis, quel est l'impact du numérique? Ah bah oui, non, mais l'impact numérique, il est, vous l'avez dit, il est indispensable aujourd'hui. On ne pourra pas en faire l'économie, c'est-à-dire que finalement, le numérique qui est largement décrié en Occident et dans beaucoup de cercles
assez élitiste justement, machin. Ça me fait penser vraiment à la révolution en France, à la prise de conscience en fait du temps des Lumières en France, qui consistait finalement à dire, écoutez, le savoir n'appartient pas aux élites, on va le prendre aux élites avec Diderot et d'Alembert et ce travail qu'ils ont fait, voilà, avec les dictionnaires, enfin, l'encyclopédie, et qu'ils ont mis au service du plus grand nombre. Pour moi, c'est exactement le même effet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on s'appelle voilà Binta, qu'on habite au Sénégal, qu'on s'appelle que sais-je, qu'on soit un petit étudiant ou pas d'ailleurs au Kenya ou en Afrique du Sud, eh ben vous n'avez peut-être pas les moyens d'acheter des livres physiques, vous n'avez peut-être pas moyen d'aller dans des spectacles, etc. Mais vous pouvez quasiment tout voir ou presque sur, en tout cas beaucoup de choses, sur les réseaux sociaux, enfin, en tout cas sur Internet et en ligne. Donc, ça devient une véritable révolution. C'est incroyable. Achille Mbembe dit qu'on a fait ce fameux leapfrogging, on est passé de l'âge de pierre à l'âge digital d'un coup, en fait, sans passer par l'ère industrielle, etc. Et je pense que c'est extrêmement vrai. C'est quelque chose qui est une chance, en fait. Faut dire aux jeunes générations, bon, d'accord, vous pouvez être sur TikTok, parce qu'on n'a pas le choix, vraiment. Vous pouvez être sur Facebook, vous pouvez être sur Twitter, sur Instagram. Voilà, utilisez ces outils-là parce que c'est votre génération et que c'est important, communiquer, etc. Il n'y a pas de souci. Mais utilisez aussi Internet autrement, utilisez le numérique autrement. Allez sur Google, renseignez-vous, regardez ce qu'il y a. Il y a énormément de plateformes sur lesquelles vous pouvez vous éduquer. Utilisez Wati, par exemple, c'est super. Voilà, moi je vois que ce que vous faites et ce que Gilles fait au sein de cet outil, avec cet outil est absolument fantastique parce que moi, c'est très haut niveau, très bien documenté. Je m'en sers moi dans mon travail, donc c'est pour vous dire, pour moi, vous êtes un outil très précieux au même titre que d'autres, encore plus d'ailleurs, parce que quand je veux creuser, c'est vers vous que je vais. Donc il y a ça, ça existe. Il y a énormément de plateformes, de lieux où on peut tous se réunir et se retrouver. Donc j'incite vraiment les jeunes à utiliser le numérique et surtout les jeunes qui n'ont pas forcément accès forcément à tout le reste. Nous, c'est facile pour nous à Paris ici, enfin, quand c'était ouvert, on peut aller dans des expos. Moi, je peux aller au cinéma quasiment quand je veux, etc., etc. Je peux acheter des livres physiques, etc. Mais celui qui n'a pas les moyens, aujourd'hui avec le numérique, il a accès à tout et il faut qu'il en ait conscience parce que c'est une chance folle. C'est une chance folle. Donc, peu importe son statut aujourd'hui, consommer ce qui est créé, les créations africaines par les Africains et pour les Africains est devenu beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile. Et ce n'est même plus un choix, c'est un devoir envers un continent qui a énormément besoin d'un secteur privé fort, indépendant et qui promeut le savoir-faire et le génie africain. Je vais passer la parole à Pathé pour qu'il puisse faire le mot de conclusion, si Madame Seynabou n'a rien à rajouter, bien sûr. Je pense que l'essentiel a été dit. J'espère qu'on a pu peut-être regarder s'il y avait des questions des personnes qui nous écoutent. En tout cas, il nous reste simplement à vous féliciter aussi au niveau de Wati pour cette initiative. Je crois qu'on n'a pas fini d'échanger et d'interpeller sur la nécessité aussi d'investir sur des sujets importants. Là, on parle d'industrie créative. Je sais qu'il y a d'autres sujets qui sont abordés par votre think tank et globalement, de toute façon, il faut qu'on arrive à porter les sujets qui sont importants et qui sont décisifs quand on veut parler de développement endogène, structurant sur notre continent. Donc, bravo à vous pour cette initiative et puis le professionnalisme avec lequel vous organisez et vous chapeautez tout ça. Merci. Merci pour ces mots d'encouragement. Madame Seynabou Dia, Madame Fatima Tawad, merci pour ces mots d'encouragement. Alors, nous avions promis de faire le tour du musée en 1 heure. Je pense que nous avons presque tenu parole. Nous avons fait le tour du musée autour d'une problématique cruciale. Nos brillantes intervenantes ont su exposer des sculptures précises sur les enjeux du secteur culturel. Elles ont aussi exposé les objets sur lesquels s'appuyer pour ne plus faire de l'art africain une affaire d'élite. N'oubliez surtout pas que le débat de Wati se poursuit toujours. Vous pouvez consulter le site www.wati.org. Vous pouvez participer au débat de Wati en envoyant un article de 1000 à 1500 mots ou de nous accorder un entretien oral. Il y a le bouton « Participer au débat » sur la page que vous pouvez remplir
indiquer vos préférences et nous laisser vos coordonnées. Je remercie ma co-modératrice Saran et les collègues qui nous supportent en relayant sur Twitter les points forts de cette discussion et notre valeureuse team IT. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines séances de Facebook Live de Wati à venir sur d'autres thèmes et d'autres invités. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et bonne fin de journée.